Onzième perle à notre collier, par l'une de ces personnes qui croient pouvoir invalider n'importe quelle théorie scientifique grâce à la formule magique « j'y comprends rien, donc c'est faux ». On tient là le joker ultime. À côté, la formule « de toute façon ce n'est qu'une théorie » peut aller se rhabiller. Bien sûr, cette formule n'est jamais énoncée telle qu'elle, vous pensez bien que ce serait ridicule. Mais elle est là, bien présente, de manière implicite, derrière des phrases comme « j'adore car c'est Newton quand l'objet tombe, mais Archimède quand il remonte » ou encore « donc les 6000 autres étoiles visibles, comprenez à l'œil nu, sont beaucoup plus éloignées du Soleil, comprenez que Proxima du Centaure, mais on les voit mieux, ok. » Et une dernière, « quand ça vous arrange, il y a réfraction atmosphérique, mais pour le cas de l'avion qui atterrit, il n'y a pas de réfraction, va falloir se mettre d'accord. » Comme toujours, je vous donne le contexte. Il y a bientôt 4 mois, Quentin et Thomas de la chaîne Le Journal de l'Espace ont publié une vidéo intitulée « Bienvenue sur la Terre plate » dans la playlist « On se le demande ». Ils y abordaient, non sans humour, mais toujours avec bienveillance et pédagogie, les expériences étranges qui seraient les nôtres si notre planète avait effectivement la forme d'une assiette plutôt que celle d'un ballon. Cette vidéo a naturellement reçu son lot d'éloges, plus que mérité, mais comme souvent lorsqu'on évoque certains sujets, elle a attiré quelques personnes aux idées bien arrêtées qui ne supportent pas que l'on touche à leurs croyances. Chez ces personnes, les réactions couvrent tout le spectre allant de la simple moquerie à la haine la plus féroce. Mais dans tous les cas, on y retrouve un point commun. Une incapacité totale à admettre pour possible quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre. Vous aurez beau vous lancer dans des explications simplifiées à l'extrême, rien n'y fera, à de rares exceptions près. De mon côté, justement, j'aime particulièrement lancer des défis à ces personnes aux idées si résolument inébranlables. Outre le plaisir coupable de les voir se débattre dans leurs propres contradictions, ils arrivent parfois à me mettre dans une situation inconfortable qui me pousse à développer mes arguments en allant plus loin dans mes recherches, contribuant ainsi, indirectement et bien malgré eux, à enrichir ma propre culture générale, à défaut de la leur. Dans des cas plus rares encore, ils en viennent à remettre leurs propres certitudes en question. Mais il faut bien avouer que ça n'arrive pas souvent, et d'ailleurs, ce ne sera pas le cas ici. Le défi en question, vous le connaissez. Il s'agit de proposer un modèle qui réponde de manière complète et cohérente à une liste de questions que j'ai posées aux platistes, d'abord par écrit en commentaire, puis en 2 vidéos sorties respectivement en octobre 2022 et en avril 2023. Naturellement, peu de platistes ont essayé, et tous ceux qui l'ont fait s'y sont cassés les dents, sans exception. Il est d'ailleurs assez rare qu'ils tentent de répondre à plus d'1 ou 2 questions à la fois. Mais récemment, l'un d'entre eux a essayé d'aller plus loin. Bon, évidemment, il a éludé les questions 8 à 12 et 14 à 25, et il s'est lamentablement planté dans ses explications aux questions 1 à 7, 13 et 26, mais il faut reconnaître qu'il est allé bien plus loin qu'aucun autre avant lui. Et rien que cet effort mérite d'être souligné. Parlons donc de la gravité puisqu'il s'agit justement du sujet préféré de notre intervenant, appelons-le Jérémy. Celui-ci entend démontrer que la gravité n'existe pas. Rien que ça. Il commence par une formule assez maladroite, qui a découvert la gravité? Avant toute chose, il me semble important de s'accorder sur un lexique commun. Qu'entend-on par découvrir? Faire l'expérience? Dans ce cas, tout le monde découvre la gravité dès le plus jeune âge, au moment de la première chute. Théoriser? Dans ce cas, je dirais que Newton, en se basant lui-même sur les travaux de ses prédécesseurs, a posé des bases assez solides avec la gravitation universelle, et qu'Einstein les a ensuite complétées avec la relativité générale. Et ça tombe bien car notre intervenant compte rien moins que s'attaquer à Newton. Je vous lis donc le commentaire suivant. Newton, ok, je savais que vous alliez répondre ça. Il a reçu une pomme sur la tête, quelle jolie histoire. S'il avait été dans l'eau, la pomme serait remontée, non? Je lui ai fait alors remarquer que d'une part l'histoire de la pomme sur la tête n'est en réalité qu'une légende urbaine, et d'autre part que si ladite pomme immergée dans l'eau aura tendance à remonter, c'est en vertu d'un principe énoncé par Archimède plus de 1600 ans avant la naissance du savant anglais. D'ailleurs, tout comme la pomme de Newton, le fameux Eureka prononcé par le grec dans sa baignoire au moment de sa découverte serait également de l'ordre de la légende. Nous en arrivons donc à la fameuse formule magique « j'y comprends rien, donc c'est faux ». Je vous laisse constater. Oui, ne vous inquiétez pas, on va y arriver. J'adore car c'est Newton quand l'objet tombe, mais Archimède quand il remonte. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? C'est simplement une histoire de densité et de structure, et non de gravité. Vous constaterez donc que Jérémy cumule l'appel au ridicule et l'appel à l'ignorance avant d'arriver à sa pseudo-explication par la densité, comme si cette dernière suffisait à elle seule à expliquer la chute des corps. Mais laissons-le développer.
Il n'y a que 3 choses qu'il faut prendre en compte pour qu'un objet monte ou tombe ou à l'équilibre. La densité de l'objet, la densité de l'environnement dans lequel il évolue, et la structure moléculaire de ces deux. Si notre environnement était de l'eau et non de l'air, la conception de la gravité serait très différente. Vous noterez que malgré la construction approximative de certaines de ces phrases, Jérémie ne dit pas que des bêtises pour une fois. La densité de l'objet, ainsi que l'environnement, ont leur importance. Et effectivement, si notre environnement était de l'eau, la gravité serait différente. Mais gravité il y aurait, quoi qu'il en soit. Par contre, je ne comprends pas trop ce qu'il entend par structure moléculaire. Parle-t-il de l'état de la matière? De sa densité au risque de se répéter? De la géométrie de la molécule pouvant effectivement être appelée également structure moléculaire? Dans ce cas, quel rapport avec la chute des corps? Bon nombre de platistes enrobent leurs discours de mots savants dont ils ignorent eux-mêmes le sens, pour donner l'illusion qu'ils ont étudié le sujet alors qu'il n'en est rien et qu'ils ne comprennent absolument rien à ce qu'ils disent en réalité. Je ne serais pas étonné que finalement nous ayons affaire à l'un d'entre eux. Avant d'aller plus loin, je propose déjà de s'arrêter sur quelques points importants. Premièrement, la densité d'un corps ou d'un fluide n'est pas une force, mais un rapport de sa masse volumique à celle d'un autre. Prenez de l'huile et de l'eau, mélangez-les, au bout d'un moment, l'huile, moins dense que l'eau, se séparera de cette dernière et remontera à la surface. Une bille de verre, en revanche, plus dense que ces deux liquides, coulera au fond du récipient. Un bouchon de liège, moins dense, flottera. Mais, encore une fois, la densité, contrairement à la gravité et à la poussée d'Archimède, n'est pas une force. Elle ne suffit donc pas à expliquer à elle seule le fait que ces objets ou ces fluides descendent ou montent, les uns par rapport aux autres. Deuxièmement, la chute des corps est un des effets visibles de la gravité, mais ce n'est pas le seul. L'effet de marée, le mouvement des planètes et la sphéricité de ces dernières, ainsi que celle des étoiles et des lunes, en sont autant d'autres. Autre effet, invisible quant à lui mais néanmoins aisé à ressentir, la pression atmosphérique. C'est d'ailleurs expliqué dans la vidéo sous laquelle Jérémie commente, mais comme il est passé directement à la question 26 sans tenter de répondre aux 12 précédentes, je ne serais pas étonné qu'il ait négligé les explications. Il n'y a qu'à voir sa définition confuse de la pression atmosphérique pour constater qu'il ne comprend absolument pas ce qu'il écrit. Si l'atmosphère ou n'importe quel fluide exerce une pression sur tout ce qui s'y trouve immergé, c'est en raison de son poids. Et si elle a un poids, c'est justement en raison de la gravité. Sans gravité, la pression serait absolument la même partout, indépendamment de l'altitude ou de la profondeur. Et si la pression était identique en tout point, la densité de l'atmosphère n'aurait aucune raison de diminuer avec l'altitude. Allez donc en haute montagne et constatez par vous-même si c'est le cas. Mais alors, me direz-vous à raison, pourquoi la pomme tombe-t-elle dans l'air et remonte-t-elle dans l'eau? Le moment est venu de vous apporter une explication scientifique, et une vraie cette fois. Si la pomme, ou tout autre corps plus lourd que l'air, tombe, c'est en raison de son poids. Attention, je parle bien de son poids, et pas de sa masse. La masse, tout comme la densité, n'est d'ailleurs pas une force. Pour calculer le poids P majuscule d'un objet, il faut multiplier sa masse, m minuscule, par son intensité de pesanteur, g minuscule. Le poids s'exprime en newtons, la masse en kilogrammes, et l'intensité de pesanteur en mètres par seconde au carré. La valeur moyenne de g sur Terre est de 9,81 mètres par seconde au carré. Je dis bien la valeur moyenne car elle n'est pas absolument la même partout. Elle varie en fonction de la distance de l'objet par rapport au centre de la Terre. En passant, c'est là un des autres effets visibles et mesurables que non seulement la gravité existe, mais en plus que la Terre est presque sphérique bien que légèrement aplatie au pôle. La différence de pesanteur entre les pôles et l'équateur est d'ailleurs exploitée en aérospatiale. À masse égale, une fusée décollant de Kourou sera plus légère que si elle était tirée depuis Reykjavik, et économisera davantage de carburant. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des centres de lancement des différentes agences spatiales sont situés le plus près possible de l'équateur. Dans le cas d'une pomme de 196 grammes, le calcul de son poids sera donc de 0,196 fois 9,81. On arrivera, en s'arrêtant à 3 chiffres après la virgule, à 1,922. Si l'on fait abstraction de l'air dans lequel elle se trouve, vous allez vite comprendre pourquoi j'en parle. La pomme est donc attirée par la Terre avec une force de 1,922 newtons. Revenons maintenant à la question précédente. Pourquoi la pomme, une fois totalement immergée, remonte-t-elle à la surface de l'eau? Eh bien, c'est à cause de la poussée d'Archimède qui, tout comme le poids et contrairement à la densité, est également une force, dirigée cette fois-ci vers le haut. Et comme c'est une force, elle s'exprime elle aussi en newtons. Quand elle est plongée dans l'eau, la pomme en subit la pression en tout point de sa surface. Tout comme celle de l'air, la pression de l'eau augmente avec la profondeur, pour exactement les mêmes raisons, à savoir la gravité.
La pomme n'étant pas plate, la pression exercée est plus importante en bas qu'en haut. Sur les côtés, elle s'égalise, ce qui a pour effet de l'annuler. La pression exercée sur la surface de la pomme étant plus importante en bas qu'en haut, la force résultante sera donc dirigée vers le haut. Et cette force résultante, c'est la fameuse poussée d'Archimède. Notons que la poussée d'Archimède s'applique à n'importe quel corps plongé dans n'importe quel fluide, liquide comme gazeux. Dans l'air, la pomme subira donc également une poussée verticale vers le haut, nous allons y revenir dans quelques instants. Nous avons donc deux forces qui s'opposent, le poids, dirigé vers le bas, et la poussée d'Archimède, dirigée vers le haut. C'est donc la résultante de ces deux forces qui déterminera si notre pomme monte ou descend. Nous connaissons déjà la formule pour calculer la valeur du poids, il suffit de multiplier la masse, exprimée en kilogrammes, par l'intensité de pesanteur. Voyons donc comment calculer la valeur π de la poussée d'Archimède. Vous allez voir, ce n'est guère plus compliqué. Nous avons besoin de la masse volumique du liquide dans lequel l'objet est plongé, ici de l'eau, dont l'unité est le kilogramme par mètre cube. Mais si vous utilisez le gramme par litre, cela fonctionnera tout aussi bien. Du volume de l'objet, ici la pomme, exprimé en mètres cubes. De l'intensité de pesanteur, toujours en mètres par seconde au carré. La masse volumique de l'eau dépend de sa température et de sa pression. La moyenne est fixée à 997 kg par mètre cube ou g par litre, mais par facilité nous pouvons arrondir à 1000 g par litre sans fondamentalement changer le résultat. Pour connaître le volume de la pomme, j'ai dû effectuer une petite manipulation consistant à mesurer le volume d'eau qu'elle déplaçait une fois immergée. 224 ml, autrement dit 224 cm3, ou encore 224 millionièmes de mètre cube. Pour l'intensité de pesanteur, encore une fois, sa valeur moyenne est de 9,81 mètres par seconde au carré. Une fois le calcul effectué, autrement dit 1000 fois 0,000224 fois 9,81, j'arrive à une valeur de presque 2,2 newtons. Que constate-t-on? Que la valeur de la poussée d'Archimède exercée sur ma pomme plongée dans l'eau dépasse celle de son poids. La pomme va donc remonter. Pour être complet, refaisons le calcul en remplaçant la masse volumique de l'eau par celle de l'air, dont la valeur moyenne est de 1,292 g par litre. La poussée n'excède pas 3 mN, ce qui est très inférieur au poids de la pomme. Celle-ci va donc tomber. C'est cette même lutte entre le poids et la poussée d'Archimède qui fait que les objets plus denses que le milieu dans lequel ils baignent descendent et que les moins denses remontent. La densité en elle-même n'est qu'une propriété de la matière, ce n'est pas une force. Elle ne suffit pas à elle toute seule à expliquer la chute des corps. Le physicien qui a relu le script de cette vidéo m'a également fait remarquer que sans la gravité, la densité elle-même n'existerait pas. Mais c'est une autre histoire. En résumé, le poids dépend de la pesanteur, une conséquence de la gravité. La poussée d'Archimède dépend également de la pesanteur. Cette même poussée est une résultante de la pression atmosphérique, elle-même une autre conséquence de la gravité. Jérémy, si jamais vous visionnez cette vidéo, retenez bien la leçon suivante. Il n'est pas si aisé de se débarrasser de toute notion de gravité quand on parle de physique. Chassez-la par la porte, elle reviendra par la fenêtre. Quoi qu'il en soit, merci pour la perle, et sans rancune.